Hey, salut tout le monde, c'est Griffin ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle d'objectifs financiers à atteindre avant l'âge de 30 ans. Donc, je vais mentionner tout de suite que lorsqu'il s'agit de finances personnelles, bien sûr, tout devrait être personnel à vous et à vous seulement, d'où le nom finances personnelles. Mais peu importe, voici 5 objectifs qui sont des idées plus générales que la plupart devraient chercher à maîtriser avant de sortir de la vingtaine. La raison étant que 30 ans est généralement un âge auquel la plupart des individus sont soit diplômés de l'université ou ont déjà quelques années d'expérience professionnelle. En fait, pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà 5 à 10 ans de croissance personnelle, professionnelle et financière. Si vous visionnez les vidéos sur ma chaîne, c'est parce que vous êtes intéressé par la croissance personnelle et financière, dont tout ce dont nous parlerons peut être adapté à vos réalités actuelles. Et hey, vous êtes probablement plus avancé que vous le pensez, contrairement à la plupart des autres, car selon Bankrate, 57% des milléniaux n'ont pas du tout de fonds d'urgence et seulement 19% ont suffisamment d'économies et d'investissements pour couvrir 6 mois de dépenses. Alors commençons par l'objectif numéro 1 avant d'atteindre l'âge de 30 ans, qui est de reprendre le contrôle de votre valeur nette et de votre bilan personnel, choses qui sont essentielles pour le succès financier à long terme, qui pour la plupart commence par l'élimination des niveaux d'endettement scolaire et de consommation. Selon Statistique Canada, les prêts étudiants moyens contractés par semestre sont passés de 3 000 $ en 1995 à plus de 5 500 $ en 2015, ce qui, compte tenu de l'inflation actuelle, les chiffres récents pour 2023 sont probablement beaucoup plus élevés. Et c'est pareil aux États-Unis, avec la valeur totale des prêts étudiants en cours s'élevant à plus de 1,75 milliard de dollars en 2021, dont une grande partie est détenue par des personnes de moins de 30 ans, ce qui n'est pas étonnant. Cependant, quand il s'agit de calculer votre valeur nette et d'avancer financièrement, l'essentiel c'est d'augmenter vos actifs, donc l'argent liquide, les actifs papier, l'immobilier et ainsi de suite, tout en limitant ou en réduisant les passifs qui ne contribuent pas à vos investissements. Et bien que les prêts étudiants puissent vous propulser dans une meilleure position de revenus, en fait j'espère qu'ils le feraient, ils pèsent toujours sur votre bilan personnel, votre pointage de crédit et votre capacité à emprunter à des fins d'investissement, ce qui à 24 ans pourrait ne pas nécessairement sembler comme la fin du monde, mais ceci peut facilement vous paralyser financièrement pendant des années et à 30 ans, vous devrez avoir un bon plan pour les éliminer. En fait, ce n'est pas seulement le cas pour les prêts étudiants, c'est le cas pour tous les passifs non productifs avec un taux d'intérêt annuel supérieur à environ 5-6%. Alors en réalité, à 30 ans, ayez au moins un plan d'action pour vous débarrasser de vos dettes et prenez des mesures dans la bonne direction financière. Passant à l'objectif numéro 2 avant l'âge de 30 ans, bien sûr, je ne pouvais pas laisser de côté quelque chose qui avait à voir avec l'augmentation des revenus, mais dans ce cas, je dirais de viser au moins 75 000 $ de revenus par année. La raison étant que gagner des centaines de milliers de dollars par année peut certainement être un grand objectif à atteindre, donc allez-y, mais selon les recherches menées par Angus Deaton, lauréat du prix Nobel d'économie en 2015, la corrélation entre le bien-être émotionnel et le revenu atteint son maximum une fois qu'une personne gagne 75 000 $ par année. Ce n'est pas un secret qu'il existe une forte corrélation entre le revenu, le bien-être émotionnel et la satisfaction de vivre. En fait, d'après les statistiques, le sentiment de contrôle des gens sur leur vie représentait 74% du lien entre le revenu et le bien-être vécu, ce qui est tout à fait logique car le revenu dicte votre capacité à acheter de la nourriture, un logement, des divertissements et autres choses. Ceci étant dit, 75 000 $ en 2015, ajusté pour l'inflation en 2022, serait d'environ 92 000 $ par année. Je parle beaucoup sur ma chaîne de gagner plus d'argent grâce à des flux de revenus supplémentaires, qu'il s'agisse d'investir, d'activités secondaires ou d'un emploi mieux rémunéré, choses qui produisent des gros gains financiers qui font avancer vos objectifs financiers, pas de supprimer Starbucks de votre budget. En fin de compte, la diversité des sources de revenus est la clé. Ayez une bonne source de revenus principale, mais cherchez à continuer à vous développer et à 30 ans, après généralement 5 à 10 ans de travail, affinez votre état d'esprit d'abondance et trouvez un moyen de gagner un montant par année qui correspond au style de vie que vous recherchez. L'argent et la rémunération sont plutôt un état d'esprit que les gens ne le pensent. Super, alors passons à l'objectif numéro 3. Donc maintenant que nous avons parlé d'épargner et d'investir
votre argent, vous devriez être en cours de rembourser vos dettes et d'augmenter vos revenus. Et ensuite, il faut utiliser cet argent supplémentaire pour générer encore plus de revenus, ce qui est réalisable en investissant. Avant tout, même simplement apprendre à investir et s'intéresser au concept est un pas dans la bonne direction qui devrait être en cours avant l'âge de 30 ans. Ceci étant dit, la raison pour laquelle commencer à investir avant l'âge de 30 ans est pour profiter de plus d'années possibles de croissance composée de vos investissements qui peuvent s'accumuler considérablement à l'âge de la retraite. Voici une comparaison assez courante, mais tout simplement deux personnes qui commencent à investir seulement 500 $ par mois, une à 25 ans et l'autre à 35 ans. Enfin, à 65 ans, vous pouvez envisager 1,2 million de dollars dans le scénario numéro 1, commençant à l'âge de 25 ans, versus 584 000 $ pour la personne scénario 2 qui a commencé à 35 ans. La seule différence ici est 10 ans de plus de croissance composée. D'après les données macroéconomiques en ce moment, nous sommes dans une récession et ceci sera probablement le cas pour un autre 12 à 24 mois. Donc c'est en fait le moment opportun pour acheter des actifs où les prix sont à la baisse. Le marché boursier a descendu de 20 à 30%, dépendamment des positions et des index, ainsi que le marché de l'immobilier est présentement en énorme correction. Donc en ce moment, c'est le temps de prendre avantage d'actifs à prix significativement baissés pour pouvoir prendre avantage d'une croissance beaucoup plus grande des valeurs de ces actifs dans votre portefeuille au courant des prochaines décennies. Ok, mais épargner 30% de vos revenus pourrait absolument sembler comme étant beaucoup pour mettre de côté, surtout dans la vingtaine lorsque les revenus et les dépenses pourraient être très serrés chaque mois. Mais à mesure que vous commencez à gagner plus d'argent et à être en contrôle de vos dépenses mensuelles, un taux d'épargne de 30% est absolument réalisable. Encore une fois, l'argent et les finances personnelles sont beaucoup plus un état d'esprit que les gens le réalisent. En fin de compte, prenez l'habitude de vérifier régulièrement vos progrès financiers, y compris vos dettes, vos économies, votre revenu, vos investissements, vos pensions, ainsi que votre pointage de crédit. Parlons maintenant de l'objectif numéro 4 à atteindre avant 30 ans, qui serait d'acquérir votre premier bien immobilier, que ce soit une maison ou un immeuble à revenus, idéalement, en fait, les deux si possible. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous saurez que je suis un grand fan de l'immobilier, à la fois pour les résidences principales, mais aussi à des fins d'investissement, car elle permet des flux de trésorerie, une appréciation, remboursement de la dette et un paquet d'autres avantages. Je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, mais l'obtention de propriété est l'un des principaux facteurs contribuant à la richesse générationnelle et à la capacité de sortir de la course vers le bas lorsque vous êtes un locataire perpétuel. Le problème avec louer à long terme est double. Premièrement, vous ne finissez jamais par posséder de l'équité car vous achetez un actif pour votre propriétaire et au lieu de profiter de la valeur accrue au fil du temps de la propriété dans laquelle vous vivez, eh bien, vos paiements de loyer augmentent. Voici un graphique montrant l'indice des prix des loyers au Canada de 2001 à 2021 où 2015 est l'année de référence. Nous pouvons voir que pendant cette période, les loyers ont augmenté d'environ 30%. En parallèle, voici un graphique des prix des maisons ayant augmenté de 2005 à 2018. Deuxièmement, les locataires se retrouvent généralement dans un état d'esprit de pénurie financière où ils budgétisent tout sur une base mensuelle, ce qui a potentiellement des effets négatifs sur d'autres aspects de leurs finances. En fait, selon la Réserve fédérale américaine, en 2019, la valeur nette médiane d'un propriétaire était de 255 000, tandis que la valeur médiane d'un locataire n'était que d'environ 6 000 $. C'est une énorme différence. Il est estimé que les individus dans la génération Y auront dépensé plus de 90 000 $ en loyer avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Et enfin, parlons de l'objectif financier numéro 5. De manière réaliste, il aurait pu y avoir beaucoup plus à atteindre avant 30 ans, mais ce sont des idées plus générales à considérer. Dans ce cas, j'ai choisi d'inclure l'idée de mieux comprendre comment fonctionnent vos impôts sur le revenu. Et la raison en est que l'impôt sur le revenu, même si la plupart d'entre nous n'aiment pas les payer et ça peut être considéré comme plate, fait partie de la vie et doit être pris en compte dans vos finances personnelles et vos stratégies de placement. La façon dont la plupart des gens fonctionnent est comme ça. Les revenus entrent, les dépenses sont payées, ils pourraient peut-être économiser ce qu'il reste s'ils ne dépensent pas le reste en boissons et en divertissement au cours du mois. La stratégie fiscale est inexistante et généralement très défensive à la fin de l'année
plutôt que d'être offensive en cherchant à minimiser vos impôts sur le revenu par rapport à votre situation financière. La raison pour laquelle c'est important, c'est que sauver des centaines ou même des milliers de dollars à la fin de l'année en impôts pourrait se transformer en dizaines ou même centaines de milliers de dollars dans votre compte de placement si vous êtes capable de l'épargner et de l'investir à la place de le donner au gouvernement parce que vous n'avez pas une stratégie fiscale intéressante. Alors c'est différent pour tout le monde, mais une bonne compréhension de base de la façon dont l'impôt entre en jeu est primordiale. Donc je recommanderais tout d'abord d'en apprendre autant que possible en ligne, ainsi que de profiter des comptes d'investissement à l'abri de l'impôt, comme le CELI et le REER au Canada. Mais surtout, demandez à un comptable qualifié qui peut vous aider et vous guider dans le processus. En bout de ligne, à 30 ans, vous êtes probablement dans votre carrière depuis plusieurs années et vous devriez donc, espérons-le, vous concentrer sur gagner un revenu plus important, spécifiquement si vous regardez les vidéos sur ma chaîne et avez potentiellement commencé à acheter des actifs. Donc, une stratégie fiscale est extrêmement importante. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo d'aujourd'hui, me laissant savoir quels sont vos autres objectifs reliés aux finances personnelles avant l'âge de 30 ans ou vraiment en tout temps. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos par rapport aux investissements et aux finances personnelles. Merci et à la prochaine.